Le Lab n'a que 6 ans, chers spectateurs, et pourtant il regorge déjà d'anciens exceptionnels. Mais il y en a un qui se distingue, c'est celui qui avait gagné ce concours il y a exactement 4 ans. Pour lui, en effet, l'éloquence n'est pas un simple engagement associatif, mais c'est désormais ce qui le fait vivre. Il a même refusé une offre du BCG pour continuer à écrire. Vous le connaissez tous. Alors un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le retour à HEC de Monsieur Pierre Faury. Notre prochain juré, vous l'attendez tous et pourtant vous ne connaissez même pas son nom. Caché derrière son masque et derrière un pseudo énigmatique, il a récemment pris le lead sur Instagram au travers de réels particulièrement assertifs. Alors nous qui à HEC aimons plus que tout rire de nous-mêmes, en particulier un 1er avril, nous pouvons accueillir celui qui se moque de nos alumni mieux que personne. Je vous demande des applaudissements particulièrement pondérés pour saluer l'arrivée sur le Josa de Galancir. Notre prochain juré est une ancienne de l'école. Après 20 ans en finance de marché, elle a décidé de se reconvertir. La légende dit même qu'elle aurait été remplacée par un certain Pierre Chartier, X2007, Head of Trading Vol et Hybride. Elle est donc devenue directrice de l'ICOMOS, une ONG qui travaille avec l'UNESCO pour la préservation du patrimoine. On espère qu'elle rajoutera notre beau campus sur la liste. En parallèle, elle est aussi administratrice de la Société des Amis du philosophe René Girard et sera donc très pointilleuse sur les arguments de nos candidats. Je vous demande donc le maximum de bruit pour Madame Marie-Laure Lavenir. Si l'éloquence a la cote dans le milieu des écoles de commerce, elle ne saurait s'y restreindre. C'est ce qu'a bien compris notre prochain juré, la directrice d'Eloquentia, un organisme qui rend la parole accessible à des jeunes issus de milieux d'éducation prioritaire et de toute la francophonie. Je vous demande donc une tornade d'applaudissements pour accueillir Madame Alicia Isard. Si mettre à l'honneur des avocats est caractéristique des concours d'éloquence, celui d'HEC ne pouvait pas se permettre de choisir n'importe quel titulaire du barreau. En plus d'être spécialiste en droit pénal, d'avoir été classé parmi les 30 avocats les plus puissants de France et d'avoir conseillé Canal+ pour la série Engrenage, notre jurée de ce soir est experte du grand banditisme. Autant vous dire qu'avec elle dans le jury, le gagnant de la finale n'aura pas volé sa victoire. Sans plus attendre, je vous invite à un accueil en fanfare pour Maître Clarisse Serre. L'année dernière, vous le savez, le thème du concours, c'était le sport en l'honneur des JO. Le sport, notre prochain juré, c'est bien ce que c'est. Elle qui a été tenniswoman professionnelle, directrice générale de la Fédération de tennis, en plus d'occuper les postes les plus prestigieux dans le public et dans le privé. Point d'orgue de sa carrière, elle a organisé avec brio les JO exceptionnels de Paris l'été dernier. Alors c'est pour saluer cette réussite que je vous demande, même si elle a fait les secs, la clameur d'un stade olympique pour Madame Amélie Oudéa-Castéra. Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, notre prochain jury est une légende vivante du Lab. Fondateur du concours, présent systématiquement avec toujours moins de cheveux sur le crâne mais toujours plus de vivacité d'esprit.
Il est célèbre pour avoir écrit des ouvrages de référence sur l'éloquence et démocratiser l'art oratoire dans les banlieues. Plus récemment, il a même écrit un livre avec le président de la Conférence des évêques de France, encore une preuve de la consanguinité entre le Lab et la CC. Comme chaque année, je vous demande en tout cas la fureur qu'il aime tant pour accueillir Maître Bertrand Perrier. La personne que nous allons accueillir est également habituée de ce concours d'éloquence. Présent depuis la première édition du concours, présent depuis le premier tour cette année et à chaque étape, il a pourtant failli renoncer à participer au jury de la finale. En cause, son club de sport préféré, Dunkerque, affronte le PSG en Coupe de France ce soir. Mais, pour sa dernière année à la tête de la vie étudiante d'HEC, il ne pouvait pas rater cette finale et il est là parmi nous. Alors je vous demande de saluer comme il se doit la fidélité au concours de Monsieur Xavier Bout. A-t-on vraiment besoin de présenter le directeur d'HEC? Dernier jury ce soir, il est le premier à avoir parlé devant cette promo en feu blondeau aussi. Lui le bod parmi les bods, lui pour qui la chemise noire et le mot charisme semblent avoir été inventés. Il nous a également aidés dans des points saillants de l'organisation de la finale cette année. Peuple jovassien, je vous demande donc une tornade d'applaudissements pour votre roi, Monsieur Éloïc Perras. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Léonard Jochem, je travaille donc dans le secteur de la construction et plus précisément du secteur de la paix. Pour être très précis, je suis désangoisseur, c'est-à-dire que j'interviens sur les crises existentielles, ces choses qui suspendent le temps et compriment l'espace, et je fais tout. J'applique des contreplaqués de paix intérieure, je dépose les fondations de l'estime de soi, je reconfigure le regard des autres. Bref, je désangoisse. Et ces derniers jours, dans mon bureau d'études, c'est pas le boulot qui manque. J'ai des rendez-vous à longueur de journée. Les chantiers s'enchaînent et s'empilent. Avec toute typologie de clients d'ailleurs. Jeunes, moins jeunes, jeunes parents, grands-parents, banquiers, ministres, fleuristes, évêques. Même Marine Le Pen m'a appelé hier. Bref, c'est tout le panorama de la société française qui défile dans mes bureaux. Non, vraiment, ces derniers temps, il y a des crises d'angoisse un peu partout. Ce secteur, moi, je le connais comme ma poche, hein. C'est-à-dire que je suis un professionnel. Mais même vous, qui n'êtes pas forcément initié, il suffit de regarder attentivement. Les signes de l'angoisse sont absolument partout. Les sacs à dos Basic Fit, les coupes de cheveux mulets, la ligne 13, le retour de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. C'est incontestablement angoissant. Et vous, qui êtes fin connaisseur des lois du marché, vous devriez vous dire, t'es des angoisseurs, c'est une bonne nouvelle, ça fait du taf, les prix augmentent. Sauf qu'à ce stade, je suis dépassé. Je suis surbooké, sous-staffé et à 2 doigts du burn-out. Je veux dire, effectivement, c'est des KE tout ça. Mais si on ne peut pas travailler proprement, je reste professionnel. Bon, je vais parler. J'ai voulu comprendre les causes de l'angoisse. Observer, analyser. Et d'abord,
Oui, il y avait une petite hésitation. D'abord, je me suis dit, on est dans une période un peu spéciale. C'est l'arrivée du printemps, l'invasion des couples beaux et heureux, des quais de Seine et des terrasses, les bureaux qui vont se transformer en sauna, les N+1 en éponge de déodorant et de transpiration concentrée, et surtout, le pire cauchemar, les unes de Paris Match qui vont s'enchaîner sur les vacances de Gérard Larcher à La Baule, entre moule bites et moule frites. Quelle angoisse! Quelle angoisse! Puis je me suis dit, le printemps, c'est la fin de l'année scolaire. C'est ce moment périlleux où il va falloir expliquer à tonton Lucien et mamie Jocelyne que le conseil en strat, c'est une vraie vocation, au même titre que l'artisanat, et que le BCG, non, ce n'est pas une MST. Non. C'est l'heure des stages, du M2. Et pour les plus intrépides d'entre vous, le grand bain avec les grosses vagues, le marché du travail. Bon, ça c'est des facteurs un peu conjoncturels. Mais en remettant le nez dans mon agenda, j'ai vu que les rendez-vous s'enchaînent depuis des jours, des semaines, des mois, des années. La file d'attente s'accumule, elle est infinie. Enfin, l'arrivée du printemps n'explique pas ce que je vois ce soir. Là, vous. Vos yeux hagards, dans le temple consacré de l'assurance et des torses bombés. Vos pupilles effrayées qui semblent me lancer un appel. Des tréfonds de votre âme, je pourrais presque croire qu'en morse, vos paupières scandent « Léonard, désangoisse-nous » Je vous regarde et je vous entends. Alors ce soir, je vous propose un diagnostic de professionnel. Héritier de René Descartes, d'Antoine Lavoisier et de Didier Raoult, j'ai poursuivi un raisonnement hypothético-déductif extrêmement poussé. Et tel un saumon, je suis remonté à la source du mal-être. Oubliez printemps, process de M&A et summer body. Le véritable coupable de l'angoisse est parmi nous ce soir. Et non, ce n'est pas les décadents de la chocolatine. Ce n'est pas non plus l'invraisemblable politesse de nos aînés et de nous-mêmes lorsque nous nous prenons pour des diplomates. Le véritable coupable de l'angoisse est parmi nous ce soir. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il s'immisce entre les lignes, guette les silences et s'attaque à nos zygomatiques. C'est le rire. C'est le rire. Non, je ne parle évidemment pas des blagues faciles, des blagues convenues, des blagues de cul ou des blagues lourdes. D'ailleurs, il est question de paix ce soir, et rien ne relie plus les citoyens du monde que de tirer un doigt au son épique des trompettes odorantes. Non, non, je ne parle pas de ce nectar civilisationnel. Je parle de l'humour, ce Mistral qui souffle sur les conventions humaines et met à nu la condition humaine. Ce vent soudain et dévastateur qui réduit toute forme de gravité à l'insoutenable légèreté de l'être. Glaçant, les hi-hi et les ha-ha ne reculent devant rien ni personne et menacent de renverser l'édifice branlant de nos institutions sacrées. Personne n'est à l'abri, ni Dieu, ni maître. Ni les titres, ni les honneurs, ni les statuts, ni le classement objectif du Financial Times qui classe toujours HEC dans les 3 premiers des meilleures écoles de commerce d'Europe. Parfois premier, en haut du podium. Ni le système millénaire et inégalé de la prépa, ni l'alliance nouvelle et éternelle du RCH et du FHR. Personne n'est à l'abri, l'angoisse est partout.
Le spectre de l'humour plane même sur cette soirée ô combien solennelle. À raison, les organisateurs m'ont expliqué à plusieurs reprises que les membres du jury ne devaient pas subir les brûlures de mon second degré. Alors, non, je ne m'abaisserai pas à demander à Bertrand Perrier s'il compte squatter les concours d'éloquence au-delà de la retraite. Non. Non, non. Je n'irai pas jusqu'à piteusement caricaturer le lyrisme foriesque en déversant miel et drame sur ma vie amoureuse ô combien brillante. Et surtout, parce que certains d'entre vous le craignaient, je ne m'abaisserai pas. S'il vous plaît, c'est très sérieux. Je ne m'abaisserai pas, ni à quelques djadja, ni à quelques djoudjou d'ailleurs. Chers organisateurs, soyez sans crainte. L'esprit de sérieux est ma seule boussole et la norme ma seule maîtresse. Alors ce soir, j'accuse l'humour et ses sbires, les trolls, les clowns, les rigolos, les zigotos, les galancirs et autres iconoclastes de nos voix royales. Ce sont eux, les responsables de l'angoisse. Et je vais plus loin. Je dénonce l'émergence d'un véritable complexe comico-industriel. À coups d'Amstramgram, de tic-tac, à grand renfort de YouTube et de redites. Le moindre écart est métamorphosé en blague, consommable ad infinitum par des millions d'angoissés avides de leur ration quotidienne de rire. C'est vous. Vous êtes complices de ce complexe comico-industriel. C'est mécanique, le rire génère l'angoisse, qui génère le rire, qui génère l'angoisse. Et ce cercle vicieux a rendu mon métier tout simplement infaisable. Et vous riez. De ma gueule, c'est ça? C'est moi qui vous fais rire, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, alors que c'est extrêmement sérieux. Oui, c'est ma gueule, j'ai la même coupe de cheveux que Sylvain Durif. Vous pensez que je suis parti trop loin? J'aurais pas dû blaguer sur Gérard Larcher et faire une allusion aux flatulences. Vous pensez que je vais devenir un mème en 4K, là? Je vais être accroché sur des porte-clés pour enfants et on va rire de moi à l'éternité aussi. Je suis filmé, c'est ça. Et vous me voyez déjà sur la matinale de France Inter, sur le plateau de TF1, pour expliquer les dessous de ce déboire. C'est ça, c'est ça qui vous fait rire. Vous vous dites que mon obsession avec l'esprit de sérieux, c'est un moulin, c'est un mirage. Et encore et toujours, vous voyez. Vous voyez. CQFD. Et Loïc Perrache, vous m'aviez dit effectivement que le chantier était très sérieux ici à HEC, que l'angoisse régnait en Rennes. C'est ce que je vois ce soir. Je fais une crise d'angoisse en live et tout le monde se fout de ma gueule. Alors... effectivement, le chantier de désangoissage ici va être extrêmement lourd. Là, il y a tout à refaire. Il va falloir remonter aux fondations. Comme j'ai dit, mon calendrier est extrêmement chargé, donc je vais prendre une date. La semaine... Bah non, du coup. Non, du coup, pas la semaine prochaine. Est-ce que le lundi 14 ou mardi 15, pour un rendez-vous collectif, un séminaire de désangoissage? Hein? Bah, dans 2 semaines.
Nous sommes en guerre, et pas par la faute de n'importe qui. Menés à la baguette par des hommes dont les pulsions ardentes guident les décisions, le monde court à sa perte. Alors que le bruit des bombes nous pousse à enfouir notre tête sous terre, espérant faire taire cette haine assourdissante, les négociations s'enchaînent. G20, G7, G8, j'ai perdu le compte. Un remake du dîner de cons, sans Thierry, et juste des hommes blancs, à l'air miteux. Les sommets se multiplient, et pourtant, nous touchons le fond. Mais après tout, je suis pas ta mère. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, que chacun se heurte à son voisin, sans jamais trouver un accord commun. Comment se fait-il que les hommes, ces mêmes créatures à l'origine de l'ordinateur, l'encensoir, le vin en cubi, ne soient pas en mesure de s'entendre sur un simple partage de territoire? Lorsque je parle des hommes, je parle bien évidemment des hommes avec un petit, un minuscule H. Et nous savons bien qu'avec eux, c'est souvent une question de taille. Lorsque ce sont des femmes au pouvoir, la paix s'installe de manière plus évidente. Parce que, soyons honnêtes, rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. J'en conclus donc que ces messieurs aspirent à une puissance politique pour compenser d'une toute autre impuissance. Le pouvoir apparaît donc comme un excellent aphrodisiaque, offrant l'oubli de soi dans un plaisir dionysiaque. Quelle est donc la réalité du pouvoir? Vouloir boire ce nectar, abattre l'écart qui sépare des tsars et franchir des remparts pour atteindre la gloire. La réalité est bien celle d'un manque de confiance en soi et envers le sexe opposé, qui ferait du pouvoir une forme de revanche. Forcément, si ceux qui sont à la tête du système sont ceux qui n'ont pas réussi à conclure lors de leur première boum au collège, nous fonçons droit dans le mur. Félix Faure n'eût-il pas été président, il n'aurait peut-être pas succombé à cette satanée pompe funèbre. Lui qui était le meilleur de nous, il était le plus fou. À l'inverse, si le crâne de Vladimir eût été un peu plus garni, toute la face du monde en eût été changée. Mais non. Et le voilà désormais en train de prendre sa revanche sur le monde avec un pouton nucléaire en guise de compensation pour les soirées de bal solitaires. L'équation est très simple. Un râteau, un pays voisin détruit. Autant vous dire que si j'étais présidente, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, le Luxembourg, le Liechtenstein et le Portugal auraient du souci à se faire. Les hommes de pouvoir paraissent donc motivés dans leur carrière par la perspective de devenir quelqu'un, une star adulée des groupies. Il semble que nous serons inévitablement dirigés par des hommes et femmes plus intéressés par l'ivresse de leur propre reflet que par la paix dans le monde. Le cœur meurtri de balles, j'ai vite compris qu'en amour, comme à la guerre, le vocabulaire était étonnamment belliqueux. Il y a la bombe atomique. Belle, blonde, bimbo, 1m72, yeux bleus, libre d'ici 7 minutes. Puis il y a l'avion de chasse, qui survole tout. Enfin, le vieux char d'assaut, un peu usité, mais qui rend de fiers et loyaux services. Très franchement, pouvons-nous encore aujourd'hui aborder la conquête amoureuse de la même manière qu'une campagne militaire acharnée? J'ai moi-même eu recours à cette arme fatale, le pouvoir, cet aphrodisiaque suprême. J'avais 8 ans. Toutes mes copines étaient déjà fiancées. Mariage dans la cour de récré, on se tient la main, notre cœur bat. Mais pas pour moi. Esselée, assise seule au fond de la classe, et sans cesse choisie en dernier pour les équipes en cours de sport, je décidai alors d'établir un plan d'attaque. Me présenter aux élections de délégués.
Je m'y suis lancée à corps perdu. Campagne, affiches, slogans. Avec Héloïse, vous aurez plein de surprises. Bref, tout y était. J'ai même goûté pour la première fois au plaisir coupable de la corruption, en distribuant des chocolats à mes camarades à quelques heures de l'élection. Attention, ça commence comme ça et ça se termine sur le plateau du 20h hier soir. Enfin, le jour fatidique arrive. La maîtresse monte sur l'estrade et déplie les papiers, un par un. 30 papiers pour 25 élèves. J'habitais en Russie à ce moment-là. Le suspense est à son comble. Mon souffle s'accélère. Je me vois déjà représenter ma classe et jouir des plaisirs du pouvoir. À moi les emplois fictifs, les détournements de fonds et les petits arrangements entre amis. Quand la maîtresse annonça enfin le résultat, c'est mon nom qui résonna dans toute la salle. Et là, arrêt du cœur, sauvagerie. Je l'avais fait. Les chocolats avaient fait leur effet. Désormais, je n'étais plus juste Héloïse, j'étais la déléguée de la classe de CPA. Le pouvoir, la gloire, et peut-être même un peu d'amour, tout cela était à portée de main. Mon cœur martyrisé, mon cœur brisé, mais mon cœur enfin libéré. Tout s'enchaîna ensuite très vite. Les lettres d'amour s'entassaient dans mon casier, des admirateurs se battaient pour moi, et même Victor, le beau gosse de la classe de CM1, me portait mon cartable en rentrant de l'école. Pour le reste, je fus déléguée 7 ans d'affilée. Autant vous dire que mon âge d'or est désormais derrière moi. Je vis maintenant tapis, tel Aladdin, dans l'ombre, à l'abri des tumultes politiques. Mais finalement, si l'objectif de toutes ces quêtes d'autorité est toujours l'épanouissement sexuel, pourquoi ne pas assumer pleinement ce côté aphrodisiaque du pouvoir ? Gouverner serait avant tout une affaire de séduction. Regardez 2 minutes les slogans politiques de nos candidats et osez me dire que ce ne sont pas des descriptions Tinder un peu aguicheuses. Jeune et dynamique. Ensemble, nous irons plus loin. Avec Lionel Jospin, tout est clair. Si vous n'êtes pas séduit par ça, par quoi l'êtes-vous ? Emmenez donc Julie Gaillet faire une virée en scooter. Embauchez Monica Lewinsky pour un traditionnel stage d'été à la Maison Blanche. Et inscrivez-vous au cours de théâtre donné par votre jolie prof de français à la chevelure blonde. Direction le fameux 7e ciel. Le vrai but n'est pas de conquérir les territoires, mais les cœurs. Battons-nous pour des choses qui en valent vraiment la peine. Ces retrouvailles émues à la gare, ce baiser volé au fond du car, le banc de notre premier encart, et cette belle paire de... Ni barrage, ni muraille n'empêcheront les sentiments de raser la raison. Faites l'amour, pas la guerre, ou alors faites les deux et mariez-vous. Car face à la peur, vaincra le cœur. Face aux roquettes, vaincra la quête. Et face aux obus, vaincra l'amour. Ne négligeons pas les choses qui importent réellement, comme l'art très délicat de choisir le bon emoji cœur. Est-ce que ce soir, c'est un cœur rouge pour faire brûler les flammes de la passion? Un cœur rose pour un flirt timide mais prometteur? Ou un cœur bleu pour jouer la carte de l'énigmatique? Voilà les véritables batailles de notre époque. Cependant, force est de constater que nous, femmes,
ne sommes pas vraiment conviés à ce concours de virilité. C'est donc dépité de laisser mon avenir entre les mains d'hommes qui ne savent pas lancer une machine, et moins encore dissiper le brouillard d'une logique patriarcale, que je baisse les armes et abandonne ce combat, en me disant que, franchement, si j'aurais su, j'aurais pas venu. « 28 juillet 1794. Robespierre est arrêté et emmené à la guillotine. Le père de la Révolution monte les marches de l'échafaud et le vent se lève. Une douce symphonie faite à partir d'un xylophone. Un courant septentrional frôle la nuque du condamné, suggérant prématurément l'effroi de la lame qui bientôt sera ensanglantée. Le grand homme s'apprête à découvrir la loi du talion. Il est agenouillé, menotté, la tête posée sur un dur bois d'ébène, lui qui a fait raccourcir tant d'hommes avant que son heure ne vienne. Et quelques secondes avant que le couperet ne tombe, quelques secondes avant que l'épée du destin ne vienne séparer ce cerveau diabolique de ce corps vérolé, au moment où tout est encore possible, Robespierre prononce des mots qui resteront à jamais gravés dans l'histoire. « Putain ! J'aurais vraiment dû fermer ma gueule !» Cher jury, cher public, je suis un lâche, sans doute même le plus lâche des hommes. Et si je passe premier ce soir, non, ce n'est pas par courage, contrairement à ce qui a été dit, mais plutôt par lâcheté. C'est parce que je n'ai pas osé me révolter, dire non aux 5 autres finalistes qui m'ont gracieusement fait don de ce privilège, les lâches. Ainsi, à l'heure où les foules s'agitent, où les peuples réclament droit et souveraineté, je me range du côté de ceux qui ont peur. Et d'ailleurs, je viens vous dire ce soir que vous êtes pareils. Vous êtes tous aussi lâches que moi, hypocrites camarades, mes semblables, mes frères. Sur WhatsApp, dans son voyage au bout de la nuit, Céline écrivait « On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. » Et devinez quoi ? Nous sommes tous de gros puceaux. Nous pensons connaître la violence, mais les livres d'histoire ne sont que des préliminaires. You know nothing, Jon Snow. Demain, si les Russes ou que sais-je, les Luxembourgeois décident de nous envahir, nous fuirons. Nous n'oserons même pas agiter un couteau à beurre au petit déjeuner de peur d'appartenir à la rébellion. Alors on dira « Commencez la révolution sans nous. Allez-y, on ne vous retient pas, vraiment. Hein, c'est... » Oui. Car dire ça, c'est promettre implicitement de la rejoindre ensuite. Une fois que tout est gagné, une fois que l'espoir renaît et qu'on se le dise que tout est déjà terminé. Le fait est que nous préférons rester vivants, quitte à vivre sans idéaux, sans idées tout court, car vivre con, c'est mieux que vivre moins. Quand la douleur devient trop grande, on peut la fuir et c'est bien. Il n'y a rien de mal à être lâche. Je le suis, nous le sommes. La lâcheté est la valeur la mieux partagée au monde. Remarquez, je ne dis pas qu'il faut être lâche à tout prix. Je ne reprocherai jamais à un combattant de la liberté d'aller se faire exploser sur le front. Je préfère juste qu'il le fasse à ma place. Commencer la révolution sans nous, on préfère être con et vivant que mort et plein d'idées. Cette phrase, ce n'est pas qu'un appel à sécher les cours de marketing. Cette phrase, c'est un véritable projet de civilisation. Elle fait ressortir des ombres le grand rêve de lumière. C'est un mode d'emploi de la paix perpétuelle. Songez-y, si on envoie au combat tous les belliqueux, tous les masculinistes, surtestostéronés, tous
les gourous nationalistes biberonnés à l'idée selon laquelle leur pays est le plus grand de tous et qui seront encore éligibles en 2027. Si nous le faisons, alors la plupart mourront, et ceux qui nous reviendront ensuite seront de toute manière traumatisés. Et s'il n'y a plus de combattants, alors il n'y a plus personne pour faire la guerre. Il ne restera que des coureurs incapables comme moi. Comme Lénine entra au Kremlin avec son cortège d'exactions, dans le soleil d'Union soviétique, entre ici, révolutionnaire, avec ton terrible cortège. Entre ici et fais en sorte de ne jamais en ressortir, car ensuite, enfin, nous aurons la paix. Voici le cœur du problème. Les idées tuent, car certains sont prêts à mourir pour elles. Mourir pour une idée, c'est bien, c'est beau, mais quelle drôle d'idée. Étripons ce monde platonicien des idées. Bataillons pour que l'anéantissement de l'idée soit la dernière grande idée qui nous occupe. La beauté engendre la jalousie, oublions-la. L'élitisme engendre la névrose, tuons-le. La charité, c'est de la bêtise, crucifions-la. Ensuite, enfin, nous aurons la paix. Mais nous pourrions aller encore plus loin. Oublions celui qui vit en haut, Dieu pour les intimes. C'est lui, après tout, qui nous a insufflé l'esprit de révolte. Dieu, c'est un rancunier. Les idées tuent et il en a donné beaucoup aux descendants d'une jeune femme juste parce qu'elle avait croqué dans une pomme. Une pomme. Dieu, c'est aussi un procrastinateur. Il a fait le procès aux premiers hommes de l'Ancien Testament, des petites pestes, un petit déluge, des incendies, mais se fait étonnamment plus discret depuis le progrès des sciences et les dérives qu'on connaît. Mais comme à propos de Dieu, rien n'est certain, oublions aussi tous ces athées, dont tout refus de mysticisme a engendré un monde insipide et épouvantable. Athées comme croyants, oublions-les tous. Ensuite, enfin, nous aurons la paix. Mais voyez-vous, si par la lâcheté nous pouvons construire la paix, la tentation du courage demeure et se paye au prix de la douleur. Chaque jour, je regarde cette actualité tragique, cette guerre au Levant qui m'indigne, ce nouveau programme télévisé, vendredi tout est permis chez le Gazaoui, et pourtant je ne fais rien. Chaque soir, en bouffant à l'appel cette actualité tragique, je suis convaincu que l'antisémitisme est un poison et pourtant je ne fais rien. Le confort moderne a fait de moi une larve insipide. Je préfère la chaleur de mon lit, tandis que certains ne connaissent que la chaleur du sang qui coule. Pour la première fois, la lâcheté fait mal. J'en ai honte. Elle bâtit la paix entre les peuples, tandis qu'elle ébranle ma paix intérieure. Car voyez-vous, sur une note plus personnelle encore, quand la révolte est avec soi, quand il faut batailler avec soi-même, je suis aussi un lâche. Si on est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté, pour ma part, je le suis des deux. Faites l'amour, pas la guerre, je n'ai guère eu le choix. Affronter un homme armé, une femme aimée, c'est du pareil au même. Une mortelle fatalité, une cruelle timidité, ce sont les mêmes poisons que la lâcheté soulage. Et parlons-en, tiens, de la timidité. Cette sale peau, elle se tapit dans son trou quand je dois parler devant vous. Plus de 300 personnes. Mais croyez-moi, elle revient avec hâte quand je dois peut-être aller parler à l'unique personne qui compte. Elle traverse mon corps des plus douloureuses crampes. Elle paralyse mes pensées, ma voix, m'interdisant de dévoiler mes sentiments à celle que j'aimerais aimer. Je fus lâche aussi, face à ceux qui autrefois m'ont voulu du mal, et Dieu sait qu'ils m'en ont fait beaucoup. Je ne me suis pas révolté parce que j'avais peur des représailles, peur d'assumer qui j'étais, peur de mes différences. Mais voyez-vous, dans cette profusion de lâcheté, quoi qu'on en dise, au moins j'aurais suivi ma propre voie. En refusant l'engagement, j'ai préféré la révolte de l'esprit, qui empêche l'hypocrite neutralité et avec l'horreur toute forme de complicité. En fuyant l'amour, j'ai fait un bras à la modernité qui nous pousse à nous jeter dans les bras de n'importe qui pour ensuite mieux s'en vanter et mieux se vautrer.
En refusant la violence face à mes bourreaux d'hier, j'ai tendu l'autre joue. Mais est-ce que c'est ça, être lâche ? Avant, j'avais peur de finir mort et con. Avant, comme je l'ai dit, j'avais honte d'être lâche. Mais c'est la raison pour laquelle je suis ici. L'orateur est un homme qui met sa peau sur la table pour construire sa paix intérieure. L'orateur est un homme qui ouvre son cœur car les chants désespérés sont les plus beaux. Commencer la révolution sans moi, je la refuse. Faites-la bien, car il n'est pas certain que je la rejoigne. Car au moins, en suivant la lâcheté, en l'assumant, en étant fier d'elle pour la première fois, peut-être alors enfin, en étant vivant avec mes propres idées, alors je me rapproche du vrai courage.